Dans cette nouvelle rencontre Sud-Ouest TV7 en partenariat avec l'Institut Bergonié, nous nous intéressons à la radiothérapie. Ce traitement consiste à utiliser des rayons pour détruire les cellules cancéreuses afin de bloquer leur multiplication tout en préservant autant que possible les tissus sains et les organes proches. On l'a entendu lors du congrès du cancer de Chicago cette semaine, les avancées dans la lutte contre cette maladie sont diverses et optimistes. La radiothérapie avance, évolue, innove également et je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec deux experts radiothérapeutes à l'Institut Bergonié, les docteurs Adeline Petit, bonjour, et Paul Sargos, bonjour. Bonjour. Alors déjà, pour que l'on comprenne bien, docteur Petit, à quel moment un patient arrive en consultation chez vous ? Alors, il faut savoir que la radiothérapie, c'est un traitement qui est très utilisé dans la prise en charge des cancers, qui existe depuis plus de 100 ans. Donc, c'est un traitement historique, mais qui a beaucoup évolué sur ces 100 dernières années. C'est environ la moitié des patients. C'est entre 30 et 40% des patients atteints de cancer qui vont bénéficier d'un traitement de radiothérapie sur leur parcours, que ce soit sur la phase initiale de leur prise en charge ou dans des situations plus avancées de cancer, où la radiothérapie peut également avoir sa place. D'accord, donc on est diagnostiqué par un spécialiste et assez rapidement, en fait, on peut se retrouver dans votre bureau ? Alors, assez rapidement, oui ou non. Enfin, il y a des étapes quand même préalables. Déjà, toutes les indications de traitement des cancers, y compris de la radiothérapie, sont discutées de manière collégiale entre différents spécialistes en oncologie, que ce soit des oncologues médicaux, des chirurgiens, des radiothérapeutes, en concertation aussi avec les radiologues, les anapathes. Donc, il y a des réunions de concertation communes et collégiales. C'est des réunions qui ont lieu quotidiennement à l'Institut Bergonié, et c'est de là que va partir l'indication et la décision d'une prise en charge en radiothérapie. Et à partir de là, oui, il y aura une consultation qui sera fixée avec un radiothérapeute référent dans le domaine et qui va pouvoir expliquer aux patients l'intérêt du traitement, le choix du nombre de séances, puisqu'on parle beaucoup de séances en radiothérapie, et la façon dont va être planifié le traitement. Oui, c'est ça. Alors, ça se passe à quel moment dans la prise en charge ? Alors après, pour la planification en fait du traitement, tous les traitements en fait ils sont personnalisés aux patients. Donc les patients techniquement, de manière très concrète, une fois l'annonce faite, vont bénéficier d'un scanner de repérage. Ce scanner il est fait dans la position du traitement de radiothérapie et il va permettre d'identifier anatomiquement les volumes qu'on souhaite traiter et de calculer la distribution de doses du traitement. Donc les éléments vraiment techniques, ça se fait en partenariat avec des dosimétristes et des physiciens. Et une fois que ce traitement est planifié, que les contrôles qualité sont réalisés des plans de traitement, le patient va pouvoir être convoqué pour réaliser sa première séance de traitement. Donc cette période en fait entre la décision, la consultation et la mise en place du traitement, elle est nécessaire pour avoir un traitement de qualité et contrôlé. Alors elle est variable en fonction de la technicité qui est employée et de l'urgence aussi thérapeutique, puisqu'on s'adapte aussi. Alors vous parlez de calendrier, et justement c'est un calendrier qui a bougé pas mal ces dernières années, docteur Sargos. C'est une des innovations dans le traitement de radiothérapie. Oui, l'idée c'est qu'historiquement les traitements de radiothérapie c'est long dans le temps. Donc c'est souvent des traitements qu'on fait une séance par jour, 15 minutes par jour. Et on fait durer les traitements 5 jours par semaine, la plupart du temps. Et un traitement, ça durait jusqu'à 2 mois. Donc les patients devaient venir 5 fois par semaine, 15 minutes par jour. Donc ça paraît court, mais c'est tous les jours, et puis c'est long, et ça durait 2 mois. Donc c'est compliqué pour la qualité de vie des patients, c'est compliqué pour les équipes soignantes. Voilà, ça mobilise du personnel et sur les machines, c'est compliqué. Et en fait, on a de plus en plus compris la radiosensibilité des tumeurs. C'est-à-dire, on s'est dit, tiens, on commence à connaître la biologie des cancers, la biologie des tumeurs, notamment l'effet des rayons et des radiations sur les cancers. Et du coup, on s'est dit, tiens, il y a des modèles de tumeurs, c'est pas toutes les tumeurs, qui pourraient bénéficier de un peu plus de doses à chaque séance. Et si on fait un peu plus de doses à chaque séance, on peut faire moins de séances. Donc les étapes intermédiaires, c'est ce qu'on appelle l'hypofractionnement, moins de fractions, moins de séances. On est passé, par exemple, dans les cancers de la prostate, de 2 mois de traitement à 1 mois de traitement. Donc c'est quand même... Pour certains patients, c'est-à-dire, dans quel cas ? Les patients qui ont des cancers localisés, essentiellement, quel que soit le risque. Donc des cancers récents ? Des cancers sans métastase.
Voilà, où on a tendance à proposer un mois quasiment à tous les patients. Il y a quelques contre-indications, des grosses tumeurs, des patients qui auraient des médicaments qui radiosensibilisent ou qui ont un risque d'effet secondaire, concrètement, c'est comme ça qu'on pondère. Et avec l'innovation technique, avec l'apport de l'imagerie, parce qu'en radiothérapie, on travaille beaucoup sur l'imagerie, ce que disait Aline Petit, sur le scanner, on a intégré les données de l'IRM maintenant aussi à nos planifications de traitement, les TEP scans, donc l'imagerie moléculaire, on voit la biologie de la tumeur en imagerie. Et maintenant, on a réussi, en adaptant tout ça et en connaissant la biologie du cancer, à tomber à 5 jours de traitement, par exemple, sur certains types de cancer de la prostate, et aussi sur le cancer du sein, où 5 séances de radiothérapie à jour passé, lundi, mercredi, vendredi, lundi, mercredi. Donc un gain de qualité de vie majeur pour les patients. Pour une efficacité... Alors ça, c'est important de le souligner. Ouais. C'est pas une radiothérapie au rabais. C'est iso-efficace. Comment on le sait? Parce que ça a été démontré dans des études donc scientifiques où on a comparé les 2 stratégies de traitement. C'est iso-efficace. Et il n'y a pas plus d'effets secondaires. C'est des effets secondaires qui sont un peu différents. Ce n'est pas tout à fait les mêmes. Dans les cancers de la prostate, il y a des effets sur la vessie qui est à proximité de la prostate. C'est moins de 5% des gens qui ont des effets très significatifs qui peuvent dégrader leur qualité de vie. C'est juste pas tout à fait le même type d'effet secondaire, un peu plus d'inflammation, si j'essaie de résumer en faisant des séances un peu plus concentrées. Oui, alors justement, vous commencez à parler de la prostate parce que tous les deux, vous souhaitiez mettre en avant, parler en particulier de la radiothérapie en ce qui concerne la lutte contre le cancer du sein et de la prostate, puisque ce sont les cancers les plus fréquents. C'est autour de 50 000 nouveaux cas en France de cancer de la prostate chaque année, 58 000 à peu près pour le cancer du sein. Donc en effet, on comprend que c'est important de mettre en avant les traitements là-dessus. Il y a de la personnalisation aussi, vous avez commencé à nous en parler tout à l'heure, la personnalisation de plus en plus sur les traitements contre le cancer du sein. Comment est-ce que vous agissez justement ? Alors c'est vrai qu'on pouvait historiquement imaginer qu'il y avait un cancer du sein, on est traité pour un cancer du sein. En fait, aujourd'hui, on ne raisonne plus du tout comme ça. Il y a une multitude de cancers du sein différents qu'on peut analyser par les prélèvements dès la biopsie. Et ça nous donne les caractéristiques biologiques de la tumeur auxquelles aujourd'hui, maintenant, on a besoin aussi parfois de la génétique pour nous aider justement à personnaliser les traitements. Et à partir de là, on va avoir des tumeurs très localisées pour lesquelles on va pouvoir être dans un objectif de désescalade des traitements, des stades 1, notamment qui expriment les récepteurs hormonaux, qui n'ont pas d'envahissement ganglionnaire. On va pouvoir proposer effectivement des traitements, par exemple de radiothérapie après la chirurgie en 5 jours, en 1 semaine, donc voire en 1 jour quand on les fait en péropératoire au bloc avec le chirurgien. C'est une technique qu'on utilise aussi depuis très longtemps sur l'Institut. Et à côté de ça, on va avoir des tumeurs un peu plus avancées qui vont devoir bénéficier de chimiothérapie. Et on va parfois adapter la stratégie thérapeutique derrière à la façon dont la tumeur a réagi à la radiothérapie. Donc c'est vraiment dans l'indication et la concertation pluridisciplinaire qu'on va jouer sur la personnalisation des traitements. L'adaptabilité toujours plus précise. Plus précise de manière à diminuer les toxicités pour des tumeurs de très bon pronostic avec un taux de guérison à long terme que l'on maîtrise, essayer de limiter la toxicité cumulée des traitements, que ce soit les rayons, mais aussi les traitements généraux, notamment d'hormonothérapie, et à l'inverse, ajuster aussi les indications de chimiothérapie grâce de plus en plus aux données des signatures aussi moléculaires qui permettent de préciser ces indications pour ne pas faire subir des traitements plus lourds aux patients s'ils ne sont pas justifiés. La personnalisation aussi, c'est important, a une part importante dans votre traitement du cancer de la prostate. Alors, il y a 2 éléments. Il y a la personnalisation basée sur les caractéristiques tumorales. Donc, on stadifie historiquement les cancers, stade 1, stade 2, stade 3, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on a des outils assez magiques. Par exemple, vous savez, donc, il y a la génomique, c'est-à-dire on va prendre une biopsie, une simple biopsie, c'est-à-dire avant même tout geste de traitement, et on peut prédire l'histoire naturelle de la maladie. On peut dire cette tumeur elle a des caractéristiques, elle va faire des métastases. Donc il faut intensifier le traitement général. Cette tumeur, elle va faire aucune métastase, et elle a un petit risque local. Donc on va faire de la radiothérapie. Cette tumeur, elle n'a aucun risque, ni métastatique ni local, on va juste la surveiller. On ne va même pas traiter.
On va essayer de décaler les traitements. Donc on intègre la génomique, ça c'est une étape de la personnalisation. On peut intégrer la pathomique. Maintenant on prend des lames d'anatomopathologie, on plaque de l'intelligence artificielle et on peut faire la même chose. Juste avec une simple lame de biopsie, on peut donner l'histoire naturelle de la maladie. Incroyable, et c'est donc assez rapide. Très rapide, c'est des coûts de santé qui sont beaucoup plus faibles que la génomique. Ça a été présenté au Congrès américain, notamment sur les cancers de la prostate, aussi sur le cancer du sein à partir des données de mammographie, mais l'intelligence artificielle, bien sûr, apporte beaucoup. Et après, c'est aussi la personnalisation sur le patient, parce qu'on ne traite pas des tumeurs, on traite des tumeurs qui sont des patients, et on personnalise. Ça veut dire quoi, par exemple, dans les cancers de la prostate ? Il y a des patients pour qui l'enjeu va être la guérison à tout prix, si je peux dire, c'est-à-dire quel que soit le prix des toxicités. Il y a d'autres patients qui vont être avec une sexualité active et pour qui la qualité de vie, le maintien d'une sexualité, le maintien de l'image corporelle, si on parle des cancers du sein, peut prendre le dessus sur presque le pronostic de la maladie. Et il y en a à qui pour qui l'approche elle est un peu à égalité. Je veux pas trop d'effets secondaires, mais j'ai envie d'avoir un bon soin. Donc on personnalise vraiment sur les caractéristiques tumorales. Le patient peut véritablement choisir. En tout cas, on va l'informer et on va lui donner la balance bénéfice-risque. Et c'est exactement ce que disait Adeline Petit, c'est-à-dire il y a des stratégies, alors escalade, j'aime pas le mot escalade thérapeutique, mais d'intensification. Il y a un vrai risque, il faut un peu intensifier pour essayer d'avoir le plus de résultats possible. Et il y a des patients chez qui justement la maladie est tellement bon pronostic que oui, on peut leur donner le choix, parce qu'il y a la radiothérapie, mais par exemple dans les cancers de la prostate, il y a la chirurgie, il y a la surveillance active, il y a des nouvelles approches, et oui, le patient peut choisir. Voilà, sur les effets secondaires, quand il y a une égalité thérapeutique, notamment entre chirurgie et radiothérapie, oui, c'est souvent ça qui l'emporte. Alors là, je le disais, ces derniers jours, on était en plein congrès du cancer à Chicago. Il a été mis en avant, me semble-t-il, cette année particulièrement, une thématique qui a été très abordée, celle de la relation patient-médecin, l'accompagnement, la qualité de vie fait véritablement aujourd'hui partie du parcours de soins des patients. Comment est-ce que vous, dans vos traitements, dans votre approche, comment est-ce que ça se traduit ? Alors, comme vous le disiez, ça va au-delà de la relation patient-médecin. C'est la relation patient-soignant parce qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille avec des équipes. Donc, déjà, on parle de la relation patient-médecin. Je pense que ce qui change énormément ces derniers temps, c'est vraiment l'information que l'on donne aux patients. Et on parle de plus en plus, comme on l'évoquait, de décisions partagées avec le patient. Le patient ne subit plus un traitement, il accepte et il adhère, il est participatif dans sa prise en charge. Mais ça nécessite qu'on l'informe des enjeux, des aboutissements de son traitement. Et puis après, il y a toute une équipe autour qui définit un véritable parcours, que ce soit sur les temps d'annonce, les temps d'accompagnement soignant, alors gérés et menés par des infirmières spécialisées ou nous, dans le service de radiothérapie, par des manipulatrices spécialisées. On va avoir besoin aussi d'équipes, alors si on parle un peu plus des cancers du sein, par exemple, de kinésithérapeutes qui font un travail extraordinaire sur la gestion des cicatrices après la chirurgie, mais même sur le long terme, sur les nutritionnistes, les psychologues cliniciens. Il y a tout un tas de programmes aussi d'éducation thérapeutique dans la prise en charge de l'après-cancer qui se mettent en place et qui se coordonnent. Et le réseau associatif aussi nous aide beaucoup pour mettre un lien entre les professionnels de santé, les professionnels des centres et des établissements et le réseau de ville, puisque l'intérêt aussi de nos traitements, c'est que les patients puissent reprendre une vie dans un parcours classique pas que dans l'institution. Ouais. Et il y a une prise en charge aussi rapide sur la reconstruction mammaire. On en a déjà parlé dans d'autres émissions dédiées au cancer du sein, mais c'est important de le rappeler. Ça participe aussi à la qualité de vie du patient, de la patiente. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations qui ne sont pas forcément corrélées d'ailleurs à la gravité de la maladie, mais il y a des situations où la chirurgie nécessaire et une ablation complète du sein, ce qu'on appelle une mastectomie, ce qui est toujours un geste quand même compliqué pour l'image corporelle chez la femme et la représentation physique. Et aujourd'hui, on peut de plus en plus, de manière systématique,
proposer une reconstruction mammaire immédiate. C'est-à-dire pendant l'opération, pendant le pendant premier l'ablation. temps opératoire, même si on sait qu'il y aura des traitements derrière de radiothérapie notamment qui peuvent un peu modifier le résultat cosmétique, mais on sait que ça peut être proposé, qu'on a des solutions nous techniques en radiothérapie pour pouvoir prendre en charge correctement Et ces c'est patients. important aussi, pardon, sur le moyen terme, parce que souvent ces femmes, en fait, faisaient une reconstruction, on leur proposait plus tardivement, elles n'avaient pas forcément envie Tout à fait. d'y repasser, comme on dit. Hein. Oui, tout à fait. On voyait des patientes qui, une fois justement, avoir repris leurs activités après la prise en charge initiale, puisqu'on proposait souvent ces reconstructions, dans ces cas-là, au moins 1 an après la fin des traitements, n'avaient plus du tout la motivation, l'envie de rentrer dans ce projet de reconstruction, alors qu'elles l'avaient imaginé au départ. Et donc, pouvoir le faire d'emblée, c'est aussi un projet qui se concrétise pour la suite. Il y a aussi dans ces 2 cancers des séquelles possibles sur la vie sexuelle des patients. La sexualité, c'est véritablement un sujet qui est abordé. Vous commenciez à nous le dire sur les patients que vous recevez. Oui, alors ce qui est intéressant, notamment pour ce qui est le cancer de la prostate, c'est qu'historiquement, les patients, donc on parlait de l'entrée dans la maladie, comment ils rentrent, ils vont à un urologue. Ils vont chez le médecin traitant, il y a une stratégie de dépistage, leur PSA monte, ou par moment ça se découvre sur des symptômes urinaires ou de la sexualité, et puis ils vont voir un urologue. Donc historiquement, le premier interlocuteur d'un patient qui a un cancer de la prostate, c'est celui qui va lui faire les biopsies, c'est l'urologue. Et c'est souvent l'urologue qui gérait la partie sexualité de la prise en charge, y compris après la radiothérapie. Depuis, on va dire, pas forcément intervenant dans la maladie. Ouais, Par exemple, s'il ne va pas opérer, il voit ouais. le patient, il fait le diagnostic, c'est un patient qui relève d'une radiothérapie ou qui a choisi la radiothérapie à égalité de technique. Et en gros, les radiothérapeutes, depuis 10-15 ans, s'impliquent beaucoup dans la prise en charge de la sexualité. Alors, à la fois, on fait de la prévention et à la fois, on fait de la stratégie de récupération. Comment on fait ? On s'est calqué sur ce que font les urologues. Donc, par exemple, en radiothérapie des cancers de la prostate, on connaît les structures qui conditionnent l'érection. Donc, le bulbe pénien, il y a des vaisseaux autour de la prostate. Et avec l'innovation technique, justement, on peut repérer, par exemple, ces vaisseaux et les épargner, c'est-à-dire éviter qu'ils reçoivent des rayons. Donc, forcément, on gagne 20-30% sur la qualité de vie sexuelle, la rigidité de l'érection, la capacité de pénétration. Donc vraiment des patients qui ont une sexualité un peu plus épanouie. Ça, c'est pour la partie préventive pendant le traitement. Et après, il y a la prise en charge globale. Dans le radiothérapeute, c'est un médecin, c'est pas qu'un technicien. Et puis on est oncologue, radiothérapeute. Donc on peut faire l'oncologie, donc on peut faire de la médecine. Et on doit être capable de proposer des stratégies de réhabilitation en se calquant sur ce que font les urologues et qui marchent très bien. Donc la prescription de médicaments, je ne vais pas donner des marques, mais les IPDE5, les inhibiteurs de la phosphodiesterase, amener du sang dans la verge, les vacuums, vous voyez, proposer des vacuums aux patients. Il y a des gels qu'on peut mettre qu'on met dans le MEA, qui permettent d'avoir des qualités d'érection, et éventuellement même les injections intracaverneuses que certains radiothérapeutes font. C'est comme extrêmement important d'en parler, parce que vous souffrez, en tout cas les oncologues souffrent beaucoup du problème de dépistage de ces cancers, donc peut-être aussi probablement lié aux effets secondaires, tout le monde en a peur, donc c'est important de dire qu'il y a une vie sexuelle ensuite, qu'ils sont accompagnés. Il faut le dire et le redire, je crois, pour améliorer aussi le dépistage. Un cancer de la prostate, traité par radiothérapie, là, actuellement, avec les techniques qu'on a, alors tout stade confondu, après, il y a d'autres médicaments qu'on peut rajouter, de l'hormonothérapie, comme dans le cancer du sein, qui va cumuler des toxicités, mais une radiothérapie toute seule, si on fait attention un peu justement à ces structures sexuelles, c'est 60-80% des patients qui vont conserver une qualité de vie sexuelle épanouie. Alors, ça ne veut pas dire forcément être impuissant ou être puissant, c'est pas si simple, c'est être épanoui dans sa sexualité. Quand on fait des questionnaires, qu'on pose la question aux patients, 80% vont dire j'ai une sexualité épanouie. Pour les fonctions urinaires et digestives, la prostate, c'est collé au rectum et collé à la vessie, c'est moins de 5% de gens qui vont avoir des toxicités qui dégradent leur qualité de vie. Et vous voyez, pour regrouper un petit peu tout ce qu'on est en train de dire, on ne parle plus que de qualité de vie, que de quantité de vie, on parle de quantité de qualité de vie. Je vais vous prolonger votre vie, c'est-à-dire vous mettre en rémission de votre maladie, avec la même qualité de vie qu'au moment où je vous vois agir en consultation. C'est le bien vivre après. Oui, bien vivre après. Et vivre pareil qu'avant, si possible. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus, d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos précieux éclairages, et à très bientôt pour une nouvelle émission, une nouvelle rencontre Sud-Ouest TV7 avec l'Institut Bergonié. Merci. Merci.